Un grand auteur disait que la vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion. Salutations voyageurs, salutations voyageuses et bienvenue sur le voyage compté. Aujourd'hui, suite des Gliwi Tales, saison 2, juste après ceci. J'aimerais vous raconter une histoire. L'histoire d'un homme. Un homme qui très tôt a compris ce qu'il voulait faire. Nous suivons aujourd'hui Suru. Suru est un homme beau, la quarantaine bien tassée, les cheveux quelque peu poivre et sel, et une stature élégante à souhait. Suru est grand, il est charismatique, il est très éloquent. Suru est toujours prompt à prendre la défense de quelqu'un et être au service de l'autre. Son caractère naturel l'a, dans le contexte culturel dans lequel il habitait, poussé à très jeune entreprendre l'initiation aux arts spirituels vaudous. Et tout ça parce qu'il voulait protéger. Pendant plusieurs années, Suru se forma enfermé de plein gré, il faut le préciser, au couvent et se forma aux arts mystiques, à honorer les divinités, à honorer les ancêtres et grâce à son envie, à sa dédication, très vite, il devint un vaudunsi chevronné. Suru grandit dans le contexte de l'apprentissage vaudou et plusieurs années passèrent avec Suru qui grandit dans sa spiritualité. Il finit un jour par tellement se renforcer qu'il devint un Ougan. Un Ougan, dans le vaudou, c'est un chef spirituel, c'est un prêtre vaudou. Mais il ne s'arrêta pas là. Suru évolua et de chef vaudou d'un petit couvent se retrouva à être le chef des Angwéto. Suru avait dès très tôt pris le rôle de Ougan et celui de chef des Angwéto très au sérieux. Je vous ai dit qu'il a travaillé et qu'il est devenu Ougan et chef des Angwéto, mais cette traversée et cette accession au poste clé de la fonction qu'il avait choisie ne s'est aucunement faite sans encombre. Je vous explique. Alors qu'il était en plein apprentissage, en plein épanouissement de ses capacités, Suru, dans sa course vers les fonctions que j'ai citées plus tôt, recevait moult attaques spirituelles. Et oui, Suru était tellement brillant qu'il était assailli de toutes parts. Ses concurrents directs pensaient qu'il était extrêmement injuste de se confronter à lui, tellement il ne perdait sur aucun plan. Suru a dû faire face donc à des attaques spirituelles, à des intrigues politiques pour ainsi dire, parce que il n'y a qu'une seule place pour être chef Zangwéto et il n'y a également pour le couvent dans lequel il a été désigné Ougan
il n'y avait également qu'une seule place. Mais face à tout ça, Suru a toujours triomphé. Ce qui fait que, en restant concentré, en se coupant des distractions, en se coupant de tout ce qui pouvait le détourner de son chemin, il a pu atteindre ses propres objectifs. Suru, en âge de se marier, parce que là, ce dont je vous parle, sa fraîche accession au poste de Ougan et de chef des Angweto à Porto Novo, Suru avait à peu près 26 ans. Il était donc en âge de se marier et de fonder une famille. Il faut savoir que avant ça, Suru s'était entièrement dédié pendant plusieurs années, pour être plus précis, pendant 10 années. Oui, il est entré très tôt au couvent pour son initiation. Donc pendant 10 années, il s'était formé et il s'était juré de ne rien faire d'autre que de se dédier à ce qu'il faisait, pendant que ses amis et concurrents, eh bien, ça donnait à tout autre plaisir de chair, plaisir quel qu'il soit au final. Et Suru, studieux, ne se concentrait que sur ce qu'il devait apprendre, que sur les expériences qu'il devait faire, que sur l'initiation qu'il recevait. Les épreuves n'étaient donc pas terminées. Suru se maria et il eut une fille. Mais que ce soit pour son mariage ou pour l'enfantement de sa fille, il dut encore essuyer beaucoup d'attaques. Suru, à cause de la jalousie qu'on lui vouait, était un homme extrêmement persécuté. Les épreuves n'étaient aucunement terminées et ça n'allait pas aller en s'arrangeant. De par sa fonction de Ougan, Suru était également un fin connaisseur en médecine traditionnelle, en herbologie. Ce qui fait que de nouveaux malades venaient régulièrement le consulter, fuyant même parfois des médecins modernes, ou encore, et ce qui n'arrangeait pas l'affaire de Suru, ses concurrents directs. Certains de ces nouveaux clients venaient d'autres Ougans ou d'autres féticheurs ou d'autres guérisseurs pour consulter Suru, qui avait un taux de réussite exceptionnel. Aucun des patients de Suru n'était rentré chez lui insatisfait. Aucun. Au final, ses anciens camarades du couvent, les concurrents qu'il avait qui n'étaient pas de la même promotion que lui ou qui ne le connaissaient même pas, parfois même des concurrents d'autres villes, nourrissaient une profonde haine vis-à-vis de Suru. Mais lui, il n'en avait cure au final. Il continuait de faire son travail, il continuait de servir, de protéger, dans la mesure de ses pouvoirs, la population qui le consultait. Suru était certes guérisseur, mais c'était surtout un combattant spirituel. Alors que certains de ses patients venaient le voir pour quelques mal physiques, d'autres venaient le consulter pour une malédiction, une attaque spirituelle, un charme qu'il voulait rompre. Suru était de ceux qui ne faisaient que des charmes de protection. Il n'attaquait que rarement et il n'attaquait que lorsqu'il arrivait par lui-même à prouver que cette attaque était justifiée et qu'il attaquait pour défendre l'intérêt de son patient au final. Il était efficace, c'était indéniable. Suru terrassait tous les maux qu'il affrontait, qu'ils soient d'ordre physique ou d'ordre spirituel. Revenons donc à la vie privée de Suru. Il a eu une fille, vous vous rappelez. Eh bien, cette fille, il l'éleva très tôt selon les principes
vaudou et du fa qu'il connaissait. Mais Suru ne voulait pas enfermer non plus son enfant dans uniquement l'apprentissage du fa et rien d'autre. Il lui recommanda fortement, parce que c'est ce qu'il connaissait et c'est ce par quoi il existait, il recommanda forcément donc à sa fille de s'intéresser au fa et de peut-être s'initier. Mais il laissa quand même le libre choix à sa fille. Tu n'es pas obligé de faire ce que je fais. Ce sont les mots de Suru. Tu n'es pas obligé de faire ce que je fais, mais si tu choisis une voie, assure-toi que tu te tiendras à cette voie, coûte que coûte, et que tu ne te détourneras pas de cette voie. Garde en tête, ma fille, que peu importe ta spiritualité, les foi tièdes ne mènent nulle part. Mais voilà, sa fille écoute les mots de son père, ça rentre, ça sort, on ne sait pas trop. Et au final, en pleine crise d'adolescence, sûrement sur influence de ses amis, parce qu'on ne connaît pas le fin mot de l'histoire au final, eh bien, sa fille ne tint pas compte des injonctions de Suru. Elle demanda à son père de faciliter son initiation, c'est-à-dire de l'introduire dans un couvent où, parmi les femmes, elle se ferait initier. Et à côté, avec ses amis, le dimanche, elle se rendait à l'église pour festoyer, célébrer quelque culte que ce soit. Et également les vendredis, parfois, allait avec ses amis musulmans, surtout qu'on est à Porto Novo et qu'il y a une forte ascendance musulmane. Eh bien, elle allait avec ses amis musulmans pour prier, parfois manger. Elle n'était nulle part, elle était partout à la fois. Et ça la rattrapa plus vite que prévu. Quelques jours après le début de son initiation, elle fut secouée, mais alors secouée par un mal brutal. L'origine, c'était indéniable pour Suru que c'était une attaque spirituelle. Et étant donné que lui, on ne pouvait pas l'atteindre, eh bien, la meilleure façon de l'atteindre était de passer par la faille que sa fille avait créée sur elle-même. La manifestation de ce mal était quand même physique. Pour Suru, il était question d'une attaque spirituelle, mais pour le commun des humains, on va dire, eh bien, c'était une crise aiguë de paludisme. Suru, guérisseur de son état, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il essaye de traiter les symptômes d'abord pour maintenir l'état de sa fille, maintenir un état stable de santé physique. Il tente le tout pour le tout. Pendant 3 jours et 3 nuits, il est au chevet de sa fille. Il ne dort que très, très, très peu. Il guette quand même ça et là les améliorations de son état. Il lui donne des tisanes, des décoctions à boire. Il lui fait des scarifications pour mettre des protections, des talismans avec des feuilles qu'il aura mâchées et sur lesquelles il aura récité quelques paroles incantatoires. Et il reste donc au chevet de sa fille pendant 3 jours et 3 nuits, seul. Aucune autre présence n'est autorisée que la sienne. Il s'occupe de tout, de la nourrir. Il ne prend pendant ce temps aucun nouveau patient. Suru est très dédié et il veut coûte que coûte sauver sa fille. Mais il se passe une chose inattendue à l'aube de la 4e journée, c'est-à-dire à la fin de la 3e nuit. Vers les courants de 3 heures du matin, Suru surprend un invité inattendu, une sorte d'espion, un rat, mais un rat pas comme les autres. Ce rat a une patte un peu grignotée et le dos assez décharné, laissant presque voir sa colonne vertébrale et sa chair. Suru comprend qu'il a affaire à un familier. Et qu'est-ce qu'il fait? Ni d'une ni deux, sans se faire repérer, Suru prend ses talismans et embarque sa machette. Il prend au passage quelques feuilles dont il garde très précieusement le secret, qu'il se met à mâcher et sur lesquelles il récite quelques paroles incantatoires.
Sourou crache les feuilles dans sa main et en suivant discrètement, le rat se frotte assidûment le corps. Il est prêt pour aller voir qui peut bien être à l'origine de cette attaque sur sa propre fille. Sourou donc avance, et au fur et à mesure qu'il avance, il se rend compte que il connaît la route qu'il est en train de prendre. C'est une route qu'il prend généralement, assez souvent même. Mais que se passe-t-il? Pourquoi est-ce qu'il reconnaît cette route-là? Il s'avère pour Sourou qu'il est en train de se diriger dans la demeure de son meilleur ami, ou du moins de ce qui se rapproche le plus de son meilleur ami. Les doutes n'étaient plus permis. Il était dans la rue de la maison de son meilleur ami et le rat allait nulle autre part que dans la maison qu'il avait l'habitude de visiter, dans laquelle il venait manger en toute sincérité, en toute sécurité, pensait-il. L'ami en question ne se rendit pas du tout compte que son familier était suivi. Sourou finit de marmonner quelques paroles incantatoires et d'un coup, d'un seul, il bondit sur son ami qui n'eut pas le temps de se retourner et qui, au dernier moment, vit une machette se planter droit dans son épaule. Sourou retira sa machette, le temps de retourner son ami qui n'avait plus aucune possibilité, et regarda celui qu'il considérait jusqu'alors comme un ami droit dans les yeux. L'ami, voyant la détermination de Sourou et voyant également sa propre fin arriver, ne s'épandit pas en pardon, en explication ou quoi, mais il se mit brusquement à ricaner, à rire assez bruyamment. Son rire se termina par une violente quinte de toux sanguinolente et il finit par avertir Sourou. « Mon ami, tu joues avec des forces qui te dépassent. Si moi j'ai pu t'atteindre, alors imagine-toi. Tu ne seras plus jamais à l'abri. Ni toi, ni ta famille, ni tes proches, ni personne. Tu ne seras plus jamais à l'abri. » Et sur ces derniers mots, l'ami se fit achever par Sourou qui allait s'en retourner vers sa demeure pour vérifier l'état de sa fille. Mais avant qu'il n'eût passé le pas de la porte, le corps de son ami encore intact, avec bien sûr les blessures qu'il lui avait infligées, se mit à se décomposer, littéralement se décomposer, à vraiment limite s'évaporer sous ses yeux. Ce qui était, il y a quelques instants, de la chair et du sang, devenait de la cendre. Et en quelques instants, il ne restait plus que des ossements. Là où gisait, il y a encore quelques secondes, son ancien ami, ne reposait maintenant que des ossements. Sourou retourna chez lui et laissa quelques jours passer. 3 jours exactement plus tard, Sourou vit l'état de sa fille commencer à s'améliorer. Il n'avait pas relâché les traitements, il avait continué à scarifier au maximum sa fille pour lui prodiguer des protections spirituelles et également à la traiter aux plantes pour lui prodiguer une protection physique. Mais les menaces de son ancien ami résonnaient encore dans sa tête. Il prenait ces menaces très au sérieux et il se demandait comment faire pour se protéger lui et protéger sa famille. Il ordonna alors à sa femme de prendre quelques affaires et de s'apprêter à partir avec sa fille. 6 mois. 6 mois, c'est tout ce que je te demande. Tu pars au Niger avec notre fille. Là-bas, il y a quelqu'un qui t'attend à Niamey. C'est un ami qui me doit une dette de sang. Donc, peu importe ce qui se passe, il ne pourra jamais trahir cette dette-là. Sinon, ce sera sa vie qui sera en danger. Sourou formula ces mots. Puis, pendant que sa femme se préparait, il prit une sorte de papier sur laquelle il gribouilla des signes incompréhensibles. Ce n'était ni du français, ni aucune langue parlée ou écrite connue, en tout cas occidentale connue.
Il remit ce papier à sa femme et sa femme partit prestement pour Niamey. 3 jours encore après qu'il soit parti, dans un songe, Suru reçut une missive de son ami, une missive spirituelle bien évidemment, dans laquelle son ami jurait sur la dette de sang qu'il avait vis-à-vis de Suru, de protéger avec sa vie sa famille qui venait d'arriver. Suru devait maintenant se lancer dans les préparatifs pour s'apprêter à l'affrontement qui allait venir. De toutes parts dans la ville venaient des annonces de personnes qui disparaissaient, ça et là. On ne comprenait pas pourquoi, mais beaucoup de personnes, sans crier gare, se perdaient subitement dans la nuit. Alors, pour tenter d'attraper les malfaisants qui étaient à l'œuvre, Suru décida d'imposer une semaine au cours de laquelle, pendant la nuit, à partir de 21h, il était interdit de sortir. Une semaine au cours de laquelle les Angbeto seraient à l'affût partout pour veiller au grain et pour s'assurer de capturer tout esprit malfaisant et toute personne contrevenant au bon fonctionnement social. Suru était prêt, mais il n'était pas prêt à ce qui allait arriver bientôt. Voyageurs, voyageuses, on s'arrête sur ça. J'espère que vous avez aimé l'histoire. La tension se construit petit à petit et il va se passer des choses. On n'en est qu'au début. Si vous avez suivi de bout en bout cette histoire, vous comprenez qu'elle s'inscrit parfaitement dans la chronologie du Glehwe Tales précédent. Je mets en place tous les protagonistes. C'est essentiel. Je suis en train de vous faire un livre en live. Enfin, en live. C'est des vidéos, certes, mais voilà. C'est cadeau, c'est cadeau. Hein? Je vous fais une histoire comme ça, en live, et vous découvrirez par vous-même, au fur et à mesure de mon écriture, cette incursion dans le culturel béninois. On va dire ça comme ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. D'ailleurs, comment est-ce que je devrais nommer ça pour être plus précis? Mais oui, ça va être intéressant. J'ai hâte de vous raconter la suite. Ça va être épique. On va aller de rebondissement en rebondissement. Un vrai film d'action qui se passe à Porto Novo. Ou plus, on ne sait pas. On ne sait pas. Toujours est-il, voyageurs, voyageuses, que j'aime beaucoup ces histoires-là. Ça me replonge un peu en enfance. Bon, peut-être pas ce type d'histoire exactement, mais c'est pendant que j'étais enfant que j'ai lu L'arbre fétiche, hein. Et l'arbre fétiche, il y a quand même des scènes bien violentes dedans. Donc oui, ça me rappelle quand même un peu, ça me ramène quand même un peu en enfance. J'espère que vous appréciez. Si vous appréciez, s'il vous plaît, réellement, j'en appelle à votre responsabilité et à votre sens du partage. Ne soyez pas égoïste. Si vous aimez le contenu, recommandez-le. Likez. Likez, c'est important. Ça ne vous coûte rien. Vous venez, vous consommez la vidéo. Qu'est-ce que vous donnez en échange? Un like. Pourquoi? Ça va permettre à YouTube de recommander la vidéo à d'autres personnes. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez également partager la vidéo. Partager la vidéo, pourquoi? Eh bien, ça va permettre à YouTube de voir qu'il y a un flux des personnes qui viennent d'une autre plateforme vers YouTube pour regarder la vidéo. Et ça va plaire à YouTube. Donc, vous pouvez partager sur Instagram, Facebook, WhatsApp. Vous pouvez partager partout. Ça ne me dérange pas. Au contraire, je vous y invite fortement. Donc, likez, partagez, commentez parce que même si c'est coucou ou merci ou continue ou peu importe, votre avis est le bienvenu pour moi parce que si vous aimez, je veux quand même entendre que vous aimez ce que vous écoutez. Je veux pouvoir me dire, ok, ils apprécient, je continue. Ils n'apprécient pas, allez, je vais faire quelques modifications. Mais si vous ne me dites rien, comment est-ce que je peux deviner? Donc, j'attends vos retours.
N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour plus d'histoires et plus de contenu. Et jusque-là, voyageurs, voyageuses, au revoir.